Donc, nous allons commencer. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, où que vous soyez, et bienvenue donc à ce webinaire euh, avec les différents acteurs aujourd'hui. On serait très content de savoir qui est avec nous aujourd'hui, afin qu'on puisse se présenter les uns les autres. Donc, n'hésitez pas à vous présenter déjà dans la fenêtre de discussion avec votre nom. N'hésitez pas aussi si vous avez des problèmes techniques avec le son, notamment. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Si vous avez des questions lors de la présentation, il y a un petit bouton Q&A. Donc, vous pouvez poser votre question et vraiment à n'importe quel moment et on répondra vraiment aussi rapidement que possible lors de la session. Bien sûr, cette session est enregistrée. On va partager le lien avec vous après pour la vidéo, les différentes diapositives. Ce sera partagé par courriel. J'espère que vous avez passé un bon moment et je donne donc le micro à Mario, mon collègue. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très content de vous voir. Vous savez, notre travail devient de plus important. Donc, il y a vraiment 13 différents sujets sur comment on peut travailler. On a travaillé au NITAG pour les différentes enquêtes qui ont été mises en place. Et donc, sans plus attendre, je vais vous commencer ma présentation. Je pense que c'est Louise. Oui, oui, c'est Kamel ainsi que moi-même. Et donc, je vais partager les diapositives. Voilà. Et donc, c'est à Kamel. Merci beaucoup, Louise, et merci beaucoup, Mario. Je suis très content d'être ici encore avec mes différents collègues. Je suis Dr Kamel, je suis le directeur à ADVAC à Genève et je travaille aussi avec le gouvernement en Catalyst. Aujourd'hui, donc, je fais une présentation en faire avec Louise, les résultats de l'enquête qui a été conduite récemment sur le NITAC, donc sur le GTCV dans les pays à moyen revenu. On va partager un peu les résultats de cette enquête et on va récapituler un petit peu ce qu'on a trouvé avant d'ouvrir, bien sûr, d'ouvrir un petit peu cela pour les discussions. Voilà, donc prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voilà, le contexte donc de cette enquête part du principe qu'il y a beaucoup de pays, la plupart des pays ont, ont déjà le NITAG et ont déjà les données de rapportage qui sont en place. Mais si la plupart des pays ont déjà cela, on peut voir cependant que le rapportage a beaucoup d'aides aussi avec Gavi pour les pays qui sont éligibles à Gavi et que les pays aussi à haut revenu aident aussi. On reçoit beaucoup d'aides à travers leur ministère de la Santé. Cependant, on voit aussi qu'il y a beaucoup de pays à revenus intermédiaires qui semblent se retrouver assez seuls et donc, il y a des différents besoins. Et donc, en fait, il s'agissait vraiment d'identifier les différents succès, les différents défis aussi. Donc, il s'agissait d'identifier les différents facteurs qui permettaient vraiment au NITAG de pouvoir faire des bonnes recommandations pour voir un petit peu quels étaient les différents défis et de voir les besoins pour la formation et aussi le type d'aide que dont le NITAG avait besoin, de mieux comprendre aussi l'intégration des activités du NITAG dans les pays à moyen revenu, ce qui concerne aussi tout le cadre régulatoire. Donc, nous avons fait deux choses. Il y a eu une enquête en ligne pour différentes parties prenantes, différentes personnes. Euh, et il y avait donc aussi différentes personnes qui travaillaient au ministère de la Santé. Donc, lors de ces interviews, on s'est beaucoup concentré sur tout ce qui était au niveau de la direction du NITAG et ainsi que les personnes en charge des programmes d'immunisation, des programmes de vaccination, et de voir un petit peu les différentes recommandations qui avaient été mises récemment pour l'introduction de nouveaux vaccins.
Donc, je vais vous montrer un petit peu les résultats en termes de participation. Donc, l'enquête en ligne a été élaborée et diffusée en avril donc 2024 auprès de 68 pays à moyen revenu. Donc, ça a été fait au niveau régional, au niveau des collègues des bureaux régionaux et du GNN. Donc, nous avons contacté tous ces pays et nous avons eu à peu près 184 réponses. Et on a exclu cependant 36 de ces réponses de l'analyse de données parce que ça va été il y a mal rempli ou il y avait peut-être des données qui n'étaient pas tout à fait bien intégrées ou des champs qui n'étaient pas identifiés. Et certains participants ont répondu aussi plusieurs fois à la même question. Donc, on a exclu cela hein, pour avoir vraiment des bonnes données. Et ce qu'on a vu à la fin, c'est qu'il y a eu donc 148 réponses qui représentaient 56 mix. Donc, c'est assez large hein, au niveau de l'ensemble. Donc, il y a eu des réponses entre 1 et 10, entre 1 et 10 réponses par pays. Donc, nous avons envoyé le questionnaire à différentes personnes au sein d'un même pays. On leur a demandé aussi de partager cela de façon interne avec le NITAG et différents acteurs. Donc, on a eu ces 148 réponses finales. Et vous pouvez voir qu'on a eu beaucoup de représentations de certaines régions que d'autres. Par exemple, il y a eu un haut taux de participation dans la partie méditerranéenne et aussi dans d'autres régions où il y a moins de participation. Donc, vous pouvez voir la première colonne, c'est le nombre de pays. Et vous pouvez voir donc cela aussi estimé aussi en pourcentage. Donc, la représentation totale du mix en pourcentage. Donc, vous pouvez voir que ça varie assez entre 40 à 90, mais la plupart du temps, en particulier pour la région européenne, où on a eu vraiment une très, très bonne réponse, hein. Vous pouvez voir à 90%. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, d'après ces 56 pays, il y en avait 35 qui faisaient partie du réseau global NITAG, donc c'est un bon résultat. Euh, ça, ça a été plutôt été une bonne chose. Et d'après ces 56 pays, nous avons eu 27% en fait des pays qui étaient aptes à recevoir l'aide de Gavi et 25% c'était des pays qui étaient éligibles avant et 48% des pays donc qui n'ont jamais été éligibles à recevoir l'aide de Gavi. Donc, vous pouvez voir ici la répartition, la distribution par région en utilisant les régions de l'OMS. Et bien sûr, en Afrique, il y a plus de pays éligibles à l'aide de Gavi, donc c'est ce qui explique aussi le nombre de répondants qui est assez haut. Dans d'autres régions aussi, hein, on peut voir que dans les pays qui étaient dans le passé éligibles à l'aide de Gavi et aussi les pays donc, qui n'ont jamais été éligibles. Donc la distribution d'ensemble est très bien répartie. Ça montre que l'échantillonnage était très représentatif. Prochaine diapositive. En ce qui concerne maintenant les personnes qui ont participé à cette enquête, à partir des 148 répondants, il y a eu beaucoup vraiment de personnes qui étaient à la direction du NITAG, 20,3%. Les membres clés du NITAG, aussi les membres non clés et le secrétariat. Donc la partie la plus grosse, c'était vraiment les membres clés, hein, les membres principaux, les directeurs de programme, les directeurs de campagne de vaccination et autres. Prochaine diapositive. Oui, c'est à vous, Louise, maintenant. Oui, maintenant, c'est à moi. Donc, en ce qui concerne les questions, donc la première question que l'on a posée lors de cette enquête, c'était en ce qui concerne le rôle du NITAG, et de voir s'il y avait consistance avec le mandat du NITAG, que ce soit dans les pays à moyen revenu et dans les pays où il y a des nouveaux programmes de vaccination. Est-ce qu'on aide bien le ministère de la Santé? Est-ce qu'on a les bonnes recommandations? Donc, c'est assez consistant avec ce pourquoi l'on a fait du plaidoyer et le travail, en fait, le mandat du NITAG. Il a aussi été noté que
qu'afin de remplir ce mandat, de, les principaux défis concernaient le financement, la logistique et aussi le manque de ressources pour le secrétariat et aussi avoir la capacité de rassembler des preuves et de faire aussi de l'évaluation sur ces preuves qui sont collectées. La plupart des pays, 89% donc, ont mentionné qu'il y avait un secrétariat, ça c'est rassurant, et la plupart du temps, ce secrétariat est au sein des programmes d'immunisation du ministère de la Santé publique dans les pays respectifs. Donc voilà, ça représente 89%. Cependant, il a aussi noté euh, que le secrétariat du NITAG était assez faible en ce qui concerne la collection et l'analyse de données, les minutes, la dissémination des recommandations aussi. Donc, c'est vraiment une chose à retenir. On ne veut pas que le secrétariat soit seulement un fournisseur de services pour organiser des réunions seulement, hein. On veut que ce soit un secrétariat qui soit dédié vraiment aussi à la technique. Et il y a peut-être plus d'efforts à fournir afin de pouvoir garantir le fait que l'on puisse apporter plus d'aide au niveau du secrétariat. Donc, lorsqu'on voit les différents défis pour le secrétariat, bien sûr, c'est pas une surprise, c'est la capacité, le nombre de personnes aussi, c'est la première chose, après 70%. Le financement ensuite, euh, l'expertise technique aussi sont des facteurs à considérer, des choses qui ont été rapportées. Donc, 74% des personnes qui ont répondu ont mentionné que en fait, les membres rencontraient un certain succès qui était en adéquation avec le mandat du NITAG, donc c'est plutôt quelque chose de positif. Euh, euh, des choses aussi ajoutées peut-être sur les essais techniques, sur l'épidémiologie, sur les économies de santé, sur les sciences sociales. Mais voilà, ça c'est là où on pouvait voir où il y avait des petites choses à améliorer. Mais d'une façon générale, 74% des personnes qui ont répondu à cette enquête sont satisfaites. Pour maintenant, tout ce qui concerne le processus décisionnaire, il y a eu beaucoup de défis qui ont été mis en exergue. Tout d'abord, c'est le manque de preuves nationales et régionales. Ensuite, le manque d'accès à des preuves qui soient disponibles, la disponibilité des preuves. Et ce qui fait suite un petit peu aux différents défis du secrétariat, lors des autres diapositives que je vous ai présentées, c'est le manque de temps afin de rassembler les preuves et aussi pour faire de l'évaluation. Donc, il y a un petit peu plus de défis aussi qui sont montrés en bas, mais je pense que voilà, les défis principaux, les challenges principaux, euh, voilà, en ce qui concerne les pays à revenus modérés. La plupart des personnes qui ont répondu, donc 76%, pensent que le gouvernement a une bonne compréhension du mandat du NITAG et du rôle du NITAG. Ils pensent aussi que NITAG a une bonne connaissance des priorités au sein des gouvernements et des ministères de la Santé pour les campagnes de vaccination. Donc, le NITAG a aussi été dans 67% des pays qui ont répondu. Et donc, dans 67% des pays qui ont répondu, le NITAG est impliqué dans le processus de planification stratégique pour tout ce qui est immunisation et vaccination. Donc, c'est vraiment ce lien entre le processus de planification et la stratégie au niveau du pays. Et donc, le NAS fait ce lien aussi. Donc, c'est quelque chose de tout à fait important et qui est très encourageant à constater. On peut voir que c'est déjà le cas dans 67% des personnes qui ont répondu dans les pays à revenus modérés. Cependant, où il faut peut-être fournir plus d'efforts, plus d'aide, c'est qu'il y a seulement 33% des pays qui ont répondu, hein, qui ont dit que oui, qu'il y avait vraiment des liens formels en tout ce qui concerne le conseil et 42% ont mentionné que ce n'était pas le cas. Donc, il y a ce 42% de non. Et en plus de ça, il y a 25% qui n'ont pas répondu ou qui ne savaient pas. Donc, cela peut être expliqué par différents facteurs. Peut-être les personnes n'étaient pas bien informées sur la façon dont le NITAG avait été intégré. Euh,
au point de vue des programmes locaux d'immunisation. Et ça, encore une fois, ça retrace aussi avec le secrétariat qui doit vraiment réorienter les nouveaux membres du NITAG pour bien qu'ils sachent où travailler. Il y a seulement 35% des pays qui ont mentionné, euh, qui ont répondu donc que les décisions sans les recommandations du NITAG étaient faites, été mises en place. Et ce qui est réassurant, ce qui nous rassure un peu, c'est que les décisions qui ont été prises sans consulter le NITAG, c'était pour la moitié de ces pays, c'était lors du Covid, lors de la crise du Covid-19, bien sûr. Et on sait tous que c'était une période assez difficile, une situation assez unique, euh, où il y a différents comités d'urgence qui se sont mis en place, et au niveau de la chronologie aussi, la vitesse avec laquelle il a été demandé à UNATAC de fournir ses recommandations. Des fois, ça a été trop rapide, on n'a pas pu suivre. Voilà. Donc, c'est quelque chose à considérer peut-être dans le futur, mais à moins que ce type d'événement, si le Covid-19 se reproduise, c'est pas quelque chose qui risque de se reproduire dans le futur. Donc, encore une fois, quelque chose de positif. La plupart des pays, 74%, ont partagé que les recommandations qui sont fournies par le NITAG au cours des 5 dernières années ont été adoptées et mises en œuvre par le ministère de la Santé. Donc, lorsque les recommandations ne sont pas adoptées ou que la mise en œuvre est retardée, la plupart du temps, c'est dû au financement ou avec des problèmes au niveau de la logistique ou le contexte politique aussi. Maintenant, pour le futur de la présentation de nouveaux vaccins qui sont considérés par les personnes donc, qui ont participé, donc que ce soit le HPV, le PCV, les hexavalents ou autres. Donc, c'est vraiment très intéressant là, pour la planification pour les prochains webinaires. Et le prochain webinaire, donc, ce sera sur le HPV. Donc, ce sera bien de voir les recommandations aussi pour la mise en œuvre dans les différents pays qui proposent par exemple des vaccins monodoses et aussi la chaîne logistique, comment ça se passe. Donc, comme l'a dit Kamel, il y avait deux choses principales pour cette étude. Tout d'abord, c'était une étude qui a été remplie par 66 pays. Et la deuxième partie de cette étude, c'était des interviews avec une sélection de différents pays. Donc, on a fait le Ghana, l'Albanie, la Tunisie et le Salvador. Et pour répondre un peu à vos questions, comment ces pays ont été choisis? C'était de façon assez opportuniste. Parce qu'on avait des contacts directs avec ces pays. On a eu des rencontres avec ces pays. Donc, ce qui ressort un peu euh, de ces interviews, ça fait vraiment écho à tout ce que j'ai mentionné avant au cours des différentes diapositives en ce qui concerne les succès et les défis. Pour les succès et les meilleures pratiques, vraiment de compenser avec le manque de données. Certains pays avaient des données régionales et donc ils ont partagé leur expérience régionale avec d'autres pays au sein des mêmes régions ou bien ont impliqué des parties prenantes au niveau national afin de pouvoir collecter les données et s'assurer que les données et tout ce qui était les données étaient à jour. Et le deuxième aspect que je veux partager avec vous, c'est vraiment que le NITAC ne recommande pas seulement à la présentation de nos vaccins, mais aussi donne des conseils programmatiques au ministère de la Santé. Donc, pour le Ghana, c'était une recommandation sur la mise en œuvre d'un système de surveillance afin de pouvoir collecter des données nationales. Voilà, et aussi tout le processus de revue. En Tunisie, c'était une recommandation pour développer vraiment tout ce qui était médias, des campagnes médiatiques pour pouvoir répondre aux personnes hésitantes. Donc, c'était un autre point critique pour montrer vraiment qu'au point de vue d'Unitag, il ne s'agit pas seulement de proposer de nouveaux vaccins. Ça va bien au-delà de cela et il y a plusieurs choses à considérer. Voilà, pour pouvoir faire de meilleures recommandations qui soient plus inclusives et aussi inclure vraiment les différentes parties prenantes. Des fois, il y a des limitations qui ont été aussi mises en avant dans différents pays. Par exemple, la capacité limitée du secrétariat d'Unitag, c'est un élément qui est ressorti souvent.
et aussi les différences de preuves selon les différentes régions. Et des fois, il manquait aussi peut-être de certaines personnes. Donc, pour résumer un petit peu tout cela, il y a quand même des résultats positifs, des choses bien qui ont été trouvées, comme l'a dit Kamel. Il y a eu vraiment un engouement et le résultat, vraiment, les pays qui ont participé, on trouve que c'est très représentatif, que c'est très divers. Donc, 45%, 20% des personnes qui ont répondu font partie sont des directeurs du NITAG et 47% font partie des membres clés. Et il y a aussi 72% des personnes qui ont répondu pensent qu'il y a assez de clarté sur le mandat, le rôle et les responsabilités du NITAG dans les contextes locaux qui montrent que le NITAG est maintenant un corps de santé institutionnel bien établi. La plupart des pays ont mentionné que le NITAG avait un secrétariat, donc ça nous rassure. Il faudra aller un petit peu dans plus de nuances pour voir vraiment il y a combien de staff qui sont vraiment dédiés à la tâche du secrétariat et combien de temps est alloué aussi pour le travail, pour que le NATAC puisse travailler efficacement. Mais c'est un autre sujet. Aussi, en ce qui concerne tous les membres, bien sûr, c'est lié avec les recommandations de l'OMS pour avoir une diversité d'expertise. Donc, 74% des répondants ont mentionné que la composition des membres du NITAG était vraiment adéquate et était en accord avec les besoins du NITAG. Donc voilà, en considérant tous les différents aspects et toutes les différentes preuves récoltées, 70% des personnes qui ont répondu on mentionnait que toutes les recommandations qui ont été sorties par le NITAG au cours des 5 dernières années ont été adoptées et implémentées par le ministère de la Santé, par les ministères de Santé. Et il a été aussi mentionné que c'était vraiment euh, qu'il y avait une bonne collaboration entre les ministères de Santé et le secrétariat. Donc, d'après ces 56 pays, 62% sont membres du réseau global NITAG, ce qui montre vraiment qu'il y a une bonne valeur ajoutée à cette enquête et que les choses fonctionnent relativement bien. Donc, il y a aussi d'autres petites choses qui ont été listées lors de cette présentation, des petites choses à améliorer. Par exemple, le financement et la capacité technique, ça, c'est quelque chose qui est sorti. C'est vraiment, ça fait partie des défis clés pour pour être bon au niveau des opérations, s'améliorer au niveau des opérations. Et il ne s'agit pas seulement de s'assurer que les réunions puissent être organisées, mais aussi qu'il y a du financement vraiment pour le secrétariat technique, par exemple, et de s'assurer que les différents membres puissent avoir accès à des ateliers de formation pour améliorer leur capacité pour la collecte, l'analyse des données, rassemblement des preuves, tout ça. Donc, les besoins de formation, c'est vraiment autour des processus de recommandation. Et aussi, une autre chose, en ce qui concerne la formation, c'est pour ce qui est la vaccinologie, tout ce qui est les vaccins. Aussi, le manque de preuves, de charges de preuves au niveau national et un accès difficile aux données globales qui rendent ça assez difficile d'avoir des données vraiment qui soient spécifiques à chaque contexte et donc pour après faire des recommandations. L'information a été identifiée en tant que priorité pour les membres du NITAG et le secrétariat. La majorité des personnes qui ont répondu ont mentionné que la composition des membres du NITAG était adéquate et rencontrait et vraiment répondait aux besoins du NITAG. Et cependant, il y a certaines compétences qui devraient être renforcées et il faudrait aussi qu'il y ait d'autres rôles professionnels qui soient créés. Par exemple, les sciences sociales, les scientifiques sociaux, c'est vraiment quelque chose qui grandit, hein. Il y a de plus en plus d'hésitations autour des vaccins, les économistes de santé et aussi des experts pour tout ce qui est les essais cliniques. L'UNITAG a un processus de collaboration très fort avec le ministère de la Santé, mais une collaboration assez limitée au-delà du ministère de la Santé. Donc, c'est quelque chose à renforcer. Hein, il faut renforcer cette collaboration et peut-être trouver d'autres organismes avec qui collaborer aussi au sein des différents pays. Et bien sûr, incorporer le plan de travail et les différentes recommandations. Il faut communiquer, disséminer cela à différents partenaires et
et s'assurer que des données au niveau local sont aussi générées. Et avec cela, j'ai quelques petites questions à vous, avec lesquelles je vais vous poser. Tout d'abord, est-ce que vous pensez vraiment qu'on a couvert tout ce qu'il fallait couvrir? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent, que ce soit dans les succès ou dans les défis que nous avons listés? Et est-ce qu'on manque quelque chose? La deuxième question que je voudrais vous poser, c'est que cette enquête a été faite seulement dans les pays à moyens revenus. Donc, ça n'a pas été fait dans d'autres groupes, par exemple dans les pays à faible revenu ou à haut revenu. Mais on pense que c'est dans les pays à moyen revenu qu'il y a le plus de défis de la part d'UNITAG. Donc voilà. Est-ce qu'il faudrait documenter cela un peu plus dans la littérature scientifique? Donc basé sur votre expérience, est-ce que vous voyez des différences, que ce soit dans vos différents groupes, que ce soit à faible ou à haut revenu? Et aussi, les considérations économiques, c'est très important aussi hein, pour le NITAG au sein des pays à moyen revenu. Comment répondre à cela dans vos contextes respectifs, en particulier pour les participants donc, qui viennent de payer à moyen revenu? On serait très curieux de savoir comment vous répondez vraiment à cela sur le terrain. Et la dernière question, qu'est-ce que vous pensez que les partenaires ainsi que l'OMS devraient faire pour vous apporter une aide supplémentaire ou plus efficace qui n'est pas fait à l'heure actuelle? Voilà, donc je vais laisser un peu ces questions sur l'écran et je vais après vous demander, voilà, s'il y a d'autres questions, euh, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez trouvé une différence, une grande différence entre les pays où Gavi était éligible ou avait été éligible? Non, il n'y a pas. Je vais juste arrêter de partager. Voilà, juste vous montrer une slide, une diapositive en particulier, mais il n'y a pas de différence majeure entre les pays qui étaient éligibles Gavi avant et actuellement. Une question que l'on a posée qui est peut-être intéressante, c'est les défis potentiels qui résultent de la transition Gavi. Et voilà, je vais partager la diapositive si je le peux. Ah, je ne la trouve pas. De toute façon, la question, c'était comment s'est déroulée la transition de votre pays pour la présentation de nouveaux vaccins. Pour 30%, il y a eu un changement négatif parce que le NATAG avait moins d'opportunités pour renforcer son fonctionnement et il y avait des problèmes aussi liés au financement. Et 45% ont déclaré qu'il n'y avait pas de changement euh, du support de l'aide Gavi au pays éligible Gavi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Je vois qu'il y a une main levée. Joachim, s'il vous plaît, c'est à vous. Oui, excusez-moi, je ne pouvais pas trouver le bouton. Voilà. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Donc j'ai une question. Est-ce qu'il y avait des questions dans cette enquête qui étaient en rapport avec les différents liens entre le NATAG et les communautés académiques locales? Parce qu'il y a ces questions beaucoup sur les données locales, sur la recherche locale, et je me souviens aussi des différentes discussions lors des différents webinaires. Voilà, dans les pays à moyen revenu, il faudrait peut-être augmenter les réseaux avec les réseaux académiques. Et donc voilà, je me demandais seulement si c'était une chose que vous avez pu évaluer ou pas. Donc oui, on a fait une évaluation, on a évalué s'il y avait des liens avec différents comités de conseil, mais pas spécifiquement avec les institutions académiques nationales. Pas spécifiquement. On leur a demandé aussi de lister
qui étaient les corps qui un peu décidaient au sein des différents pays, qui étaient les décideurs politiques, il y a des associations professionnelles, tout ce qui est les associations de régulation des médicaments, mais on n'a pas demandé spécifiquement le lien entre le NITAG et tout ce qui est académique. Ça n'y figurait pas. Jennifer? Oui, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, oui. Merci pour la présentation. Je voudrais savoir s'il y avait des liens qui ont été mis à jour entre cette étude et l'ENAT. Est-ce qu'il y a eu des comparaisons quand vous avez reçu vos réponses? Est-ce que par exemple vous dites, ah oui, ça s'aligne tout à fait avec ce qu'on a reçu? Non, non, on n'a pas procédé comme cela. C'est dit? C'est à vous. Merci beaucoup, Louis, pour votre présentation et Kamel aussi pour cette enquête très utile. Donc, ma question est la suivante. En ce qui concerne le nombre d'années, en partant du moment où le NITAG a été établi, est-ce qu'il y a un lien entre l'expérience gagnée à travers les années, les différents besoins, en ce qui concerne par exemple la formation et aussi euh, l'aide au secrétariat que vous avez donc pu établir dans cette enquête? Kamel voulait répondre à cela? Oui, je peux partager une diapositive avec vous. Je ne sais pas si je peux, mais je vais essayer. Oui, voilà, c'est celle-ci. Juste pour vous dire oui, en fait, c'est dit oui. On a regardé ça. On a demandé aux participants de nous dire pendant combien de temps, combien d'années ils étaient dans leur fonction. Et cela nous donnait une idée, une estimation de la représentativité. Et en fait, la plupart des participants, 34%, donc étaient en fonction depuis moins de 2 ans et 31% entre 2 et 5 ans. Je dirais, voilà. Et peut-être encore 25% entre 5 et 10 ans. Donc, on a regardé certains critères, cherché à évaluer certains critères afin de pouvoir voir s'il y avait des différences, différentes façons de travailler. Par exemple, on a pris 5 ans pour faire du benchmark et on a commencé à travailler là-dessus. Et oui, on peut voir qu'il y avait une petite différence au niveau de l'identification des différents problèmes qui sont un petit peu différents. L'identification des besoins aussi, par exemple, pour la formation, ce n'est pas les mêmes besoins, en particulier pour les ETR. Donc, il y a des petites différences, mais de façon très générale, donc pour ce qui était vraiment les différents challenges et autres, c'est assez similaire. Donc, pas de différence notoire au point de vue de cet indicateur. Christophe, c'est à vous? Oui, bonjour et merci, c'était très intéressant. Je me demandais seulement si, question peut-être un peu provocante, vous n'avez pas partagé toutes les données, mais il semble que vous suggériez qu'il n'y ait pas de grosses différences entre ce qui fait l'expérience dans les différents groupes à différents revenus. Est-ce que cela veut dire que par exemple, pour le NOTAG, hein, je sais que c'est probablement la vérité pour tout, hein, mais est-ce qu'il faudrait en fait stopper, arrêter de se concentrer sur le NIX ou, ou est-ce que cela veut dire que c'est la dernière fois que l'on voit une étude qui est en particulier sur le mix et est-ce qu'il ne faudrait pas avoir autre chose dans le futur? Euh, que ce soit par exemple selon la taille du pays ou le pool d'expertise qui est disponible dans le pays donné.
ou peut-être voir d'autres, la langue, voir d'autres problématiques peut-être. Donc, oui, je suis content de vous apporter un élément de réponse si vous me le permettez, Louise. Je suis d'accord et en même temps, je ne suis pas d'accord avec vous. Et par cela, je veux dire que si le problème principal, si les mêmes défis sont communs entre les différents NITAG, on peut toujours voir qu'il y a des spécificités au niveau du mix. Euh, Par exemple, pour l'aide au secrétariat, pour pouvoir faire fonctionner le NITAG, par exemple, le financement des activités du NITAG, comme les différentes réunions. Mais pour le secrétariat, avoir des personnes dédiées. On n'a pas vraiment de données pour pour tous les autres pays, mais d'après les interviews que nous avons menées et les données, on voit que c'est un problème qui est assez intéressant pour les pays à moyen revenu. Mais cependant, ce n'est pas vraiment différent des autres NITAG. Un problème spécifique que Louise a bien mis en valeur, c'est l'importance de toutes les discussions qui sont menées autour de l'aspect financier de ces recommandations qui sont émises. Euh, Parce qu'il n'y a pas toujours du support. Des fois, les pays n'ont pas beaucoup d'aide de la part de Gavi, hein, ou du gouvernement, des gouvernements à haut revenu, comme dans comme dans les pays à haut revenu. Donc, euh, voilà, il y a des questions très épineuses autour de cela, sur le coût, sur la durabilité, sur l'analyse de coûts. Tout ça, c'est des questions qui sont très spécifiques aux pays à moyen revenu. Et je pense que ça va peut-être avoir un effet de cascade sur les pays à faible revenu. Et voilà. Donc, je dirais qu'en fait, pour répondre à votre question, c'est oui, je pense que probablement, il n'y a pas un besoin absolu de vraiment préparer les pays, séparer les pays à moyen revenu que les autres en termes de stratégie, d'aide qui est fournie. Il faudrait cependant prendre en considération de ce qu'il manque, en particulier pour le financement, le NITAG, le secrétariat, tout cela. Et il faut aussi voir les questions sur le financement en tant qu'élément clé pour les mix, donc pour les pays à moyen revenu, mais aussi pour le reste. Donc, un oui et un non. Mais peut-être que Louise aura une autre perspective à partager. Non, je pense que je vais soutenir ce que vous avez dit. Et je pense qu'en termes de support, en termes d'aide, l'OMS et autres, on a vraiment essayé de répondre à ces défis spécifiques autour de l'aspect financier. On a développé un module sur comment le NITAG devrait utiliser un petit peu l'économie de santé, travailler au sein de l'économie de santé. Et on a eu des pilotes dans 2 régions et on va continuer à faire d'autres pilotes dans d'autres régions et à faire la dissémination. Le PARO aussi est aussi un acteur qui aide pour développer vraiment l'efficacité budgétaire et trouver les bonnes stratégies pour aider donc les pays à moyen revenu. Et pour revenir aussi euh, sur le fait de reconnaître que les pays à moyen revenu manquent un petit peu de certaines choses, je reviens aussi à ce que vous avez mentionné, Jennifer et Matt. Vous vous souvenez, quand on a comparé MRO, PAO et AFRO, les résultats, on a vu qu'en fait, en termes de fonctionnalité, il y avait différents aspects, mais c'était pas si clair que ça, les différences pour PAO et MRO. Mais il y avait une différence claire pour les pays du NITAG qui étaient en moyen revenu en termes de fonctionnalité. Donc, je pense qu'il faut être au courant de cela, qu'il faut prendre cela en considération et développer vraiment des opportunités pour la formation et pour l'aide. Je ne vois plus de main levée, mais je vois un commentaire dans la fin de la discussion. Je vais juste lire. Je pense que la plupart des secrétariats de NITAG ne sont pas aptes vraiment à aider, à assister pleinement le NITAG dans le processus décisionnaire. Oui, c'est un petit peu ce qu'on a dit dans les diapositives. Oui, il y a un secrétariat, mais le secrétariat est, est compétent pour organiser les réunions et faire les minutes, ainsi que disséminer les minutes, mais un petit peu moins sur l'aspect technique pour la collection, la revue et l'évaluation des différentes preuves, des différentes infos.
et qu'il y a un besoin aussi pour le NITAG peut-être d'outsourcer. Il faudrait aussi qu'ils aient la capacité de préparer des demandes pour faire différentes propositions et avoir aussi assez de budget pour pouvoir avoir une approche systémique de différents reviews, préparer les réponses aux questions comme les évaluations économiques ou autres. Oui, oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est quelque chose à considérer. Oui, voilà. Je vais remettre une dernière fois ma diapositive avec mes différentes questions et voir si on a pu répondre à tout collectivement et s'il y a d'autres points que vous souhaiteriez développer. Vous pouvez bien sûr mettre ça dans la fenêtre de discussion. Donc, je vais juste répéter ma question. Est-ce que vous pensez qu'on a tout considéré, qu'on a tout couvert dans cette enquête? Est-ce que vous pensez aussi que, en accord avec le fait que les différents défis auxquels le NITAG doit faire face dans les pays à moyen revenu euh, sont aussi des défis auxquels le NITAG fait face dans tous les groupes de pays? Est-ce que vous voyez des différences? Quelles sont les considérations économiques et qu'est-ce que pourrait faire l'OMS et les différents partenaires pour mieux vous assister? Donc voilà, n'hésitez pas à réfléchir un petit peu. Ça va être partagé, bien sûr. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à partager dans la fenêtre de discussion. Et, euh, et n'hésitez pas aussi à nous envoyer des courriels, hein, des emails après la fin de ce webinaire. Donc je vais m'arrêter ici. Ah, je vois. Donc il y a des questions de Célia Martinez dans la session Q&A, donc questions et réponses. Alors voilà, si je me trompe, n'hésitez pas à me dire. C'est en espagnol, si je me trompe. Kamel, est-ce que vous êtes, comment est votre espagnol? Alors, un petit peu, je vais essayer de vous assister. Non, j'allais dire, oui, en fait, le NETAC dans les pays à moyen revenu montre vraiment qu'ils ont besoin d'aide en ce qui concerne les différentes études pour avoir des données locales. Ils ont vraiment mentionné qu'ils avaient un manque de données locales et que c'était le problème principal qui les empêchait d'émettre des recommandations. Même certains pays ont utilisé des données régionales ou des données de pays voisins. La plupart des personnes, la plupart de ces groupes ont quand même mentionné que c'était un gros défi d'avoir des données locales nationales. Donc, c'est une chose qui est considérée comme étant importante. Et il y avait aussi un problème lorsqu'il y avait par exemple des recommandations sur les besoins, sur les futures recommandations. C'était difficile d'avoir l'aide des différents partenaires pour avoir ces enquêtes, que ce soit de l'aide financière ou pour conduire ces enquêtes à bien, pour mener ces enquêtes. Ça a été un petit peu difficile à mettre en place. Et il a aussi mentionné qu'il devrait y avoir une façon de partager ces recommandations pour, avec les autres partenaires de façon vraiment formelle afin que les partenaires puissent s'engager à aider au lieu de faire des enquêtes qui ne sont pas vraiment très, très utiles pour le NITAG. Voilà, c'est ce que je pourrais vous apporter comme réponse. Et en ce qui concerne le type de financement qu'a reçu le NITAG, je pense que la chose la plus importante, c'est d'avoir du financement, bien sûr, pour avoir des équipes, des ressources humaines au sein du secrétariat du NITAG, afin que ça puisse, voilà, parce que le secrétariat, ça fonctionne en addition de tellement de choses. Il y a déjà beaucoup de travail. Donc voilà, pour avoir une équipe dédiée, du staff dédié, des ressources humaines dédiées. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle il y a les limitations du secrétariat en point de vue de la collection et des données et autres. Et bien sûr, il faut aussi des fonds pour organiser les différentes réunions, pour avoir une pièce, une salle où se rassembler. Bien sûr, des compensations financières aussi pour les membres du NITAG qui vont se déplacer pendant une journée ou pendant l'après-midi euh, dans différentes villes. Et en plus de cela, selon ce que vous avez sur votre plan de travail, et c'est pour ça que l'on insiste qu'il faut un plan de travail annuel. Vous pouvez
vous pouvez un petit peu voir ce dont va avoir de quoi on a besoin pour le financement, pour tout ce qui est le processus décisionnaire, faire des revues et générer des données locales. Kamel, vous voulez ajouter quelque chose à cela? Non, non, j'ai juste dire que lorsqu'on pose une question sur la source du financement, la plupart des membres ont montré que le financement venait la plupart du temps, dans la majorité des cas, du ministère de la Santé. Donc voilà, pour l'organisation euh, des réunions ou pour aider le secrétariat. Mais il y en a aussi qui ont mentionné que des fois, ils avaient de l'aide de l'OMS ou d'autres organisations internationales, mais la plupart du temps, l'OMS. Voilà, donc c'est les deux sources de financement principales pour les pays à moyen revenu. Je vais aussi réagir sur ce que Mauricio a dit. Donc, l'OMS peut aider des cours de vaccinologie, à fournir des cours de vaccinologie aux nouveaux membres en ITAC. Oui, il y a des cours. Il y a déjà un cours qui est disponible. Ça se passe tous les ans. Au début du mois de juillet, c'est une opportunité tout à fait clé pour les nouveaux membres du NITAG, vraiment d'être équipés avec les différents concepts vaccinaux. Et il y a aussi AdvaCourse, qui est un autre cours encore, et on encourage vraiment les membres du NITAG à apprendre cela. C'est très intense, c'est 2 semaines. Et il y a du financement de l'OMS pour cela. Il y a des opportunités aussi avec avec ADVAC. Donc, le programme ADVAC, c'est quelque chose de très bien. Ça dure 2 semaines. Et allez-y, prenez ce cours vous-même. Encouragez aussi vos membres à prendre ce cours. Parce qu'en fait, selon votre zone d'expertise, vous n'aurez pas peut-être pas vous serez peut-être pas même à comprendre toutes les preuves, toutes les infos que vous aurez. Donc, c'est des cours très importants à prendre. Et la dernière question de Franck. Est-ce que tous les membres du NITAG ont un mandat pour vraiment capturer les mesures vaccinales? Est-ce que, est-ce que vous avez pu aussi considérer les antirétroviraux, par exemple? Oui, bon, de façon générale, Franck, je ne sais pas exactement dans quel pays vous êtes basé, mais dans de nombreux pays, il y a tout simplement zéro discussion en ce qui concerne les vaccins RSV ou le RSV monoclonal avec les anticorps. Cependant, on espère que dans un futur pas trop lointain, il va y avoir plus de vaccins de ce type qui vont être disponibles dans les pays à moyen revenu et que ce soit disponible pour tous les pays aussi qui bénéficient de l'aide Gavi. C'est des discussions qu'on va probablement avoir dans les 2 à 3 prochaines années. Personnellement, j'encourage bien sûr les pays à considérer, lorsqu'ils font leur processus de revue de différents vaccins, de aussi considérer le RSV monoclonal anticorps. Et lorsque c'est possible, voilà, lorsque c'est disponible, parce que la disponibilité, c'est aussi un autre problème. Mais si vous décidez à considérer ces vaccins à respect, je vous encourage vraiment à avoir une réflexion autour de cela et vraiment de considérer avoir ces deux types de vaccins à RSV. Parce ces deux vaccins ont différents objectifs, différentes cibles, et c'est pas c'est pas la même utilisation, mais c'est assez complémentaire, hein, leur processus d'utilisation. Donc, je pense que c'est une bonne chose d'avoir pour le NITAG de considérer ces deux types de vaccins RSV. Et juste pour complémenter, pas pour le RSV spécifiquement, mais on encourage bien sûr les membres du NITAG à réfléchir aussi sur leur mandat, les termes de référence, à- afin de développer, d'aller un peu plus loin aussi sur leur mandat, en particulier dans les pays à moyen revenu, où le NITAG, ça s'est établi en 2010, après les recommandations de Genève. Donc voilà, tout ce qui est le concours consultatif pour la présentation, l'introduction de nouveaux vaccins, en particulier des vaccins avec la jeunesse, avec les enfants. Donc maintenant, vraiment, si on considère tout le cycle des vies, ça a évolué depuis. Et il y a
et on a besoin de différents experts donc, qui ont une approche très inclusive. On a aussi demandé dans l'étude si, quelles étaient les stratégies nationales de vaccination et aussi en ce qui concerne l'optimisation. Et la plupart des personnes qui ont répondu ont dit qu'elles fournissaient toutes des recommandations sur l'optimisation. Donc, assurez-vous que de façon assez régulière, vous allez vérifier les termes de référence d'Unitag pour considérer à réviser les termes de référence. Je vais juste répondre à la dernière question et après, il faudra aller de l'avant à la deuxième présentation, la deuxième partie de ce webinaire. La question concerne la vaccinologie. Où est-ce qu'on peut avoir accès à l'information à ces différents cours? Donc, Kamel va partager avec vous le lien de la collaboration internationale des cours sur la vaccinologie. Donc, il y a un site où vous pouvez trouver tous les différents cours sur les vaccins qui existent au monde, combien de temps ça prend, le nom du programme, ainsi de suite. Et au début du mois de juillet, donc très très prochainement, il va y avoir, vous pourrez donc vous enregistrer pour le programme ADVAC qui va commencer. Et si vous vous enregistrez, c'est toujours inclus, hein. Vous pouvez voir quand ça commence, le dernier jour. Et donc, c'est vraiment un des bons cours à prendre. Et c'est aussi dans les mises à jour mensuelles. Donc, merci beaucoup. Et je vais maintenant donner le micro à Philippe. Merci. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée. Je suis Philippe Lambert. Je fais partie du secrétariat exécutif sur la mise en œuvre. Donc, je suis très content de partager avec vous une partie du travail que l'on a fait pour vous aider dans votre mandat, dans votre rôle, et voir un petit peu ce qu'on a pu faire, trouver, les résultats en termes de vaccination dans différents pays. Est-ce que vous pouvez partager? Merci. Et allez. Donc, le travail, voilà, c'est appliquer la modélisation de l'impact des vaccins pour éclairer les décisions en matière de vaccination. Donc, complémenter la formation, le processus décisionnaire et les différentes interventions, en particulier lors du Covid-19, où la modélisation a été utilisée pour orienter les interventions de santé publique. Aujourd'hui, les trois différents niveaux de la modélisation sont utilisés pour répondre à des questions de santé publique et estimer l'impact aussi de différentes maladies en Somalie au niveau régional où il y a différents efforts ou au niveau global aussi afin de pouvoir comprendre l'impact de l'introduction, par exemple, de différents vaccins euh, à travers le monde. Donc, il y a quand même certains problèmes. Donc, bien que la modélisation joue un rôle essentiel dans l'élaboration de stratégies, les politiques et des décisions relatives au programme de vaccination, il y a toujours des lacunes. Donc voilà, ça joue un rôle essentiel dans l'élaboration des stratégies. Euh, le fait que cela soit basé sur des estimations, il faut faire très attention au point de vue de l'interprétation, de la traduction et de l'application. Euh, donc, pour surmonter à ces barrières, euh, il faut vraiment qu'il y ait un cadre normatif global et technique. Et donc, c'est là que l'OMS arrive. Donc, les efforts du comité consultatif de recherche sur la mise en œuvre de l'immunisation et des vaccins. Il faut collecter des évidences, des preuves robustes. Et l'une des choses clés pour ce groupe de travail, c'est de partager les meilleures pratiques et pouvoir ensuite, il faut examiner les données probantes et fournir une compréhension approfondie des pratiques exemplaires aux différents niveaux, au niveau régional, dans l'établissement de l'ordre,
Et il faut qu'il y ait des examens, des méthodes qui conduisent à ce que les réunions servent de plus en plus de plateformes pour discuter de la qualité de la recherche et des données probantes pertinentes pour la prise de décision. Donc, le, le problème, pour faciliter l'interprétation des résultats du modèle, il y a eu un sous-groupe qui a été chargé de traduire la modélisation de l'impact des vaccins en décisions relatives aux stratégies de vaccination, aux politiques et aux programmes, et afin de donner des conseils sur les stratégies de communication et les orientations du groupe de modélisation. Donc, l'objectif, c'est de faciliter l'application efficace de la modélisation des maladies évitables par la vaccination. Euh, le public clé, le public cible comprend des parties prenantes impliquées dans la prise de décision en matière de vaccination. Donc, différentes parties prenantes au niveau du pays. Donc, c'est afin qu'il y ait vraiment les meilleures pratiques en matière de modélisation et d'adapter la communication pour mieux informer les pays, fournir aux décideurs des approches sur la façon d'utiliser efficacement les preuves modélisées et permettre aux deux parties. Donc, il y a un professeur de l'université de Sydney qui a revu l'information, qui a fait vraiment une évaluation de l'information. Donc, on est pour partager les résultats de cette évaluation, de ce groupe de travail, et aussi le feedback qui a été collecté, les retours qui ont été collectés, et de continuer à développer et, et opérationnaliser le contenu de ces différentes recommandations et de ces différents outils afin de pouvoir travailler plus de concert avec les différents pays. Et maintenant, je vais juste passer donc le micro à ma collègue de l'Université de Sydney, qui a été une personne tout à fait importante pour avoir généré ces données. C'est à vous, Julie. Merci beaucoup, Philippe. Bonsoir à tout le monde de Sydney en Australie et bonjour et bon après-midi au monde. Donc, je vais partager un petit peu avec vous sur l'évaluation des besoins des décideurs. Euh, donc, nous avons mené une étude qualitative et donc, nous avons donc fait cela avec l'Université de Sydney et je veux vraiment remercier tous mes collègues, Maria, Christophe et les autres qui nous ont aidés vraiment. Donc, il y avait deux objectifs. Donc, il fallait identifier comment la modélisation est actuellement utilisée par les décideurs et voir aussi les besoins, les différents défis auxquels les utilisateurs finaux devaient faire face et le type de recommandations qui seraient les plus utiles pour les utilisateurs finaux. Donc, voir quel type de contenu et quel type de format il fallait avoir pour les recommandations. Donc, il y a eu différentes méthodes, une approche qualitative. Il y a eu des interviews avec 15 utilisateurs finaux qui travaillaient au sein des programmes de vaccinaux, donc des différentes personnes à travers toutes les régions de l'OMS. Il y a eu des interviews, les interviews ont duré entre 20 et 60 minutes. Il y a à peu près 120 pages de texte qui ont été utilisées. Et on a utilisé une méthode d'analyse du cadre de travail qui a plutôt bien marché, avec une étude des besoins, une analyse des besoins aussi pour voir quels étaient les meilleurs outils. Donc, vous pouvez voir ici un échantillonnage de notre matrix. Chaque ligne représente une personne d'une région particulière. Donc, vous pouvez voir que l'on a, par exemple, deux personnes euh, euh, qui venaient, par exemple, comme des membres du NITAC dans des pays africains, et deux qui étaient donc des parties prenantes au sein de programmes vaccinaux et qui étaient inclus dans le processus décisionnaire, aussi en Afrique, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir qu'il y a tout un ensemble de représentants régionaux, et donc chaque ligne représente un individu d'un pays donné. Donc, nous avons essayé d'avoir une bonne répartition à travers les différentes régions et les différents revenus aussi. Donc, qu'est-ce qu'a révélé cette enquête? Tout d'abord, on était intéressé vraiment pour
voir un petit peu les différentes choses en termes de modélisation. Donc, tous les participants ont compris que la modélisation était un moyen d'anticiper, de quantifier les résultats. Les personnes interrogées qui avaient moins d'expérience en modélisation, moins confiants dans leur compréhension, soulignaient la complexité. On parlait de modélisation statistique. Il y avait aussi les consommateurs passifs qui ont utilisé une version très simplifiée de la modélisation, en particulier voilà, il y a une personne qui venait d'un pays à revenu intermédiaire qui disait que moi, en tant que mot, modélisation, je comprends ça, mais en tant que processus, je suis un petit peu confus. Confus. Voilà. Donc, voilà, il y a une autre personne qui a dit que pour moi, en tant que personne qui travaille sur la vaccination, j'ai besoin de plus d'expérience dans ce domaine. Voilà, il y a eu des efforts, certaines ne savaient pas personne ne savait pas qu'il y avait des efforts internationaux pour fournir ce type de modèle. Certaines personnes interrogées qui avaient plus d'expérience de modéliste avaient tendance à utiliser euh, cette modélisation de première main. Ils ont participé à cela et l'ont utilisé à titre consultatif. Et aussi s'assurer que le programme était viable économiquement en ce qui concerne tous les besoins logistiques, le procurement et ainsi de suite. Donc, ça indiquait vraiment le type de connaissances que l'on a vu à travers les différents participants. Vous savez, comme à droite, par exemple, pour moi, en tant que personne qui travaille sur la vaccination, j'ai besoin de plus d'expérience. Comment cela devrait être utilisé dans la vaccination pour augmenter la couverture vaccinale, peut-être pour calculer le nombre de besoins en vaccins et d'autres outils et questions concernant l'immunisation. Donc voilà, il y avait vraiment beaucoup de questions sur la modélisation, mais peu de connaissances. Donc, il y a aussi eu des barrières pour l'utilisation de ces modélisations. Donc, tout d'abord, il fallait savoir ce que la modélisation peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire, voir la pertinence par rapport aux différents contextes et aussi accéder à une modélisation potentiellement pertinente. Donc, c'était une barrière pour certaines personnes. Euh, de temps en temps, je me disais que ce qui me manquait lors de la présentation donc, du modèle, c'était d'où venait l'idée, les données qu'ils ont mises dans le modèle ou la formule qu'ils ont calculée. Ils ne nous ont pas donné une source claire de ce genre d'informations. Et c'est ce qui me fait me demander, quelque part, si cela s'appliquait à notre situation, à nous ou pas. Ça, c'est une barrière commune. Voilà. Des fois, manque de pertinence vis-à-vis du contexte, ou voilà, c'est quelque chose qui a été analysé. Et vous avez aussi vu des personnes, d'un participant, en particulier d'un petit pays insulaire dans la région Pacifique Ouest, qui a dit qu'il vraiment, il surestimait vraiment le nombre de victimes qui allaient se produire. En fait, le nombre était loin d'être le même. Donc, à cause de ces divergences, il avait l'esprit un peu cynique, on va dire. Alors, il a dit qu'il ne faisait pas confiance à la modélisation. Et en fin de compte, cette personne a été guidée par ce que disaient les autres grandes organisations, vous savez, comme le CDC et l'OMS, plutôt que de se tenir au modèle. Peut-être parce que ces personnes peuvent mieux évaluer ces modèles et mieux nous guider. Voilà, cette personne mentionnait donc euh, l'importance d'avoir vraiment quelqu'un qui s'y connaisse, qui ait les bonnes connaissances, gros organisme, et de réguler cela après avec le contexte local, d'appliquer cela au contexte local. Mais ce qu'il dit aussi, c'est qu'il y avait une attente, voilà, sur tout ce qui est les prédictions du modèle. Il y a d'autres barrières aussi à l'utilisation de la modélisation. Euh, C'était un peu les capacités dans les différents pays et la réalisation, l'évaluation et la communication de modèles. Ça a été vraiment des grosses barrières. Donc, cette personne dit, les défis que nous avons rencontrés sont que tout d'abord, les données d'entrée peuvent être incomplètes ou imprécises, ce qui crée beaucoup de variabilité. Le deuxième défi, c'est la capacité. Nous avons vraiment besoin d'une ressource qui maîtrise à la fois le logiciel et les différents types de modèles. À l'heure actuelle, nous sommes livrés à nous-mêmes
avec l'économie de la santé qui semble être d'une autre époque, en fait, nous l'attendons dans toutes les langues et nous en avons besoin rapidement. Ne pas recevoir seulement la version anglaise et attendre 2 ans pour l'avoir dans une autre langue. Nous avons un emploi du temps chargé lors de ces réunions. Puis le modéliste a 20 minutes seulement pour présenter un modèle très complexe. Et pour les personnes qui participent à cela, c'est une boîte noire, ils ne la comprennent pas et c'est pas compréhensible. En 20 minutes, c'est pas assez pour comprendre la complexité du modèle. Alors, vous comptez sur le fait qu'il faut confiance à l'équipe et à la modélisation afin de l'utiliser pour la prise de décision. Donc voilà, ça c'est revenu quelquefois un peu en ce sens de la confiance. Donc maintenant, ce qui concerne les résultats, donc les recommandations en elles-mêmes, les gens pensaient que c'était important d'avoir un document, mais ce n'était pas assez un document. Donc, on en a beaucoup parlé pour la formation et ils voulaient que ce soit présenté de façon qui soit facile à comprendre, avec une interprétation facile par les gestionnaires et le personnel du programme d'immunisation qui n'ont peut-être pas une expertise approfondie en modélisation. La formation interactive, mais aussi avoir une communauté de pratique, avoir vraiment établir des relations, créer des réseaux de confiance, c'est très important. Et parce que en ce qui concerne la confiance et l'interprétation, et donc avoir des personnes qui, euh, qui avaient vraiment cette expertise technique pour assister. Et enfin, il faut bien sûr que cela s'adresse à différents niveaux d'alphabétisation. Donc, voilà, une personne d'UNITA qui disait cet outil, il devrait être très intelligent et pas difficile à utiliser, car mes collègues qui travaillent dans le domaine de la vaccination, mes collègues sont très occupés, ils utilisent de nombreux instruments pour recevoir les données complètes sur la vaccination. Et je pense que tout est dit là. Le document peut ne pas suffire parce que parfois c'est très difficile. Parfois, le genre de conversation interactive ou peut-être de formation électronique, lorsque nous sommes confrontés à un problème, nous pouvons avoir besoin d'une conversation interactive pour échanger les idées, confronter des idées, discuter avec une personne qui a peut-être plus d'expérience que nous. Ça nous aiderait beaucoup. Donc voilà, juste pour conclure, pour les personnes qui ont une expérience avec la modélisation, euh, plutôt dans les pays à revenus moyens ou élevés, on utilise la modélisation de façon quite systématique dans le processus décisionnaire. Il y a des personnes qui considèrent toutefois qu'il y a des problèmes de contraintes, de temps, de confiance. Maintenant, les personnes qui ont peu ou pas d'expérience pour la modélisation souhaitaient comprendre la valeur de l'utilisation de la modélisation dans ce contexte et étaient vraiment très curieuses. Les personnes les moins confiantes dans l'utilisation de la modélisation n'accédaient parfois pas du tout au modèle. Elles voulaient voir des modèles qui faisaient sens au niveau local et aussi voir des ateliers de formation qui soient interactifs, un engagement interactif qui soit fait de façon continue, communauté de pratique et des personnes qui s'occupent vraiment de disséminer les connaissances. Et bien sûr, cela nécessite des ressources. Voilà, juste pour finir, ce que je souhaiterais partager avec vous, c'est un petit peu ce modèle comportemental qui est utilisé de façon très utile au niveau des sciences sociales. C'est ce qu'on appelle le modèle COM-B. C'est pour qu'une personne puisse changer de comportement, de façon de penser, il faut déjà qu'il y ait une capacité. Il faut comprendre la modélisation. Il faut de la motivation. Donc, il faut vouloir utiliser cette modélisation. Et ensuite, afin que les personnes puissent l'utiliser, il faut voir les différentes possibilités et donc les différentes opportunités. Et donc, ça, les ressources, le temps, le modèle, le cadre normatif professionnel et aussi l'assistance pour utiliser cela. C'est pas assez seulement d'avoir des recommandations. euh, il faut avoir ces trois choses afin de pouvoir atteindre notre but ultime, de vraiment renforcer la qualité des programmes vaccinaux. Maintenant, je vais rendre le micro à Philippe pour les prochaines étapes des orientations de l'OMS, fondées sur les besoins de l'utilisateur final. On a
trouvé cela lors du développement de nos recommandations, afin de s'assurer vraiment que ça peut rencontrer les besoins de l'utilisateur final. Merci beaucoup. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, tout d'abord, pour vous montrer un petit peu l'aperçu du contenu, il y a deux perspectives. Tout d'abord, c'est la perspective du modèle et ensuite le processus décisionnaire. Deux perspectives, on essaie de comprendre ou de décrire peut-être pour les décisionnaires pourquoi ils devraient utiliser ce guide. Euh, voilà. Est-ce que c'est important pour eux? Comment ils devraient s'en impliquer? Comment ils devraient s'impliquer? Et aussi, comment interpréter le modèle? Comment, comment on peut lire ce modèle pour le processus décisionnaire? Et, et aussi, comment euh, je peux collaborer efficacement avec les personnes qui font les décisions? Prochaine est positive. Donc, pour le résultat, hein, un petit peu, c'est ce qui a été un petit peu décrit précédemment. Le décideur a besoin d'une évaluation, d'un contenu éclairé et d'un format éclairé. Ensuite, il y a les documents d'orientation de l'OMS sur la manière de traduire la modélisation pour la vaccination au niveau régional, au niveau des pays, s'assurer qu'il y ait les bonnes recommandations et que ce soit traduit dans différentes langues. Et finalement, après avoir finalisé donc toutes ces recommandations, il y a bien sûr la formation et le soutien continu à travers différents mécanismes qui existent déjà en fonction des fonds disponibles, bien sûr. Prochaine diapositive. Et voilà, voilà, je suis déjà à la dernière diapositive. Je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, vous pouvez voir ici les membres du sous-groupe. Il y a le professeur Chitai Silai qui nous vient d'Afrique. Et vous pouvez voir, c'est très éclectique, ces différents participants qui sont là pour aider au développement de ce document, de ces recommandations. Et vous pouvez voir aussi euh, l'équipe qui s'occupe de la recherche qualitative qui est menée par Julie et aussi les bureaux régionaux et mes collègues du secrétariat qui ont fourni beaucoup de travail pour tout le dur labeur qu'ils ont fourni. Et on a hâte vraiment de vous tenir au courant de ce document. Ce document devrait être finalisé au cours des prochains mois et ça devrait nous permettre d'avoir beaucoup de discussions. Et en espérant qu'on va pouvoir franchir la ligne d'arrivée dans les prochains mois et que ça va vraiment pouvoir vous aider dans votre processus décisionnaire pour prendre de meilleures décisions et d'avoir de, plus de choses. Voilà. Et ceci étant dit, je vous remercie et je rends le micro à Louise. Oui, en fait, c'est Mario, mais pas de problème. Je suis content de répondre à des questions si vous avez des questions ou des commentaires. Je n'ai pas de questions pour le moment. Dans ce cas, peut-être un commentaire vraiment où ce serait intéressant d'interagir les uns avec les autres, avec les différents membres d'Intag, parce qu'en fait, vous êtes les clients de ce guide de recommandation à travers les régions globales et aussi au niveau des différents pays. Mais vraiment, c'est aussi une très bonne opportunité, cette réunion, de partager les efforts actuellement mis en place et les différentes futures opportunités de discuter les uns avec les autres, hein. Oui, euh, merci beaucoup pour votre effort. Mais j'ai une petite question. Parfois, il peut se passer
que, par exemple, que les pays ne soient pas aptes à faire ce type d'analyse, ce type de modélisation, manque de capacité, ou n'en est peut-être pas autant besoin que d'autres pays qui ont la capacité, mais qui n'ont pas de modélisation ou pas assez de données afin de pouvoir avoir un processus décisionnaire. Donc, c'est juste comme ça des choses que je partage avec vous. Comment vous mettez ça un peu en comparaison, les pays qui ont plus ou moins de capacité? Oui, en fait, voilà, il y a pas de formule magique, quoi. Il y a différents pays, il y a différents contextes, contextes locaux. Certains pays qui ne peuvent pas, disons, euh, trouver les preuves par eux-mêmes ou les informations par elles-mêmes. Donc, il y a aussi l'aide de l'OMS. Par exemple, il y a du très bon travail qui a été fait par Somalia, en Somalie, euh, où on facilite le contact entre les différents modélisateurs, les personnes qui s'occupent de la modélisation, afin de pouvoir fournir des informations sur l'impact euh, par exemple, de différents types de maladies qu'on a eu dans un pays donné au cours des dernières années. Pour eux, c'était vraiment la toute première fois qu'ils avaient accès à ce type de données. Donc, c'était vraiment très intéressant et c'était génial de voir vraiment à quel point ça a pu ouvrir leur esprit et, et les processus ont été clarifiés et mieux décrits et ça a bien marché. Ça a pris plus de temps qu'escompté, faire ce type de choses. Euh, ce- on aurait déjà eu ce guide de recommandation, ça aurait été plus rapide, mais je pense que c'est le but vraiment d'avoir ce document de recommandation. Ça leur met déjà dans un cadre de travail, un cadre de pensée, pour qu'ils sachent que s'ils ont besoin d'aide au niveau régional ou même global, bien sûr, l'OMS est là pour aider. Merci beaucoup. Mauricio a une question à poser maintenant. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour vos présentations, très intéressant. Je Je pense qu'il y a des problèmes communs en ce qui concerne la capacité à émettre des recommandations. Et il y a beaucoup de différences entre tous les États membres, tous les membres du NITAG. Je pense que, donc, il y a beaucoup de différences. Julien en a parlé. Donc, des fois, c'est difficile de travailler avec cette modélisation et la plupart du temps aussi, on n'a pas assez de temps. C'est un gros problème. On n'est pas les membres du NITAG, entre les membres du NITAG qui travaillent dessus. Donc, beaucoup d'entre nous, on n'est pas toujours des membres à plein temps d'une attaque. Beaucoup d'entre nous ont d'autres travaux, d'autres enseignements. Et des fois, mettre en pratique ce modeling et travailler dessus, il nous manque du temps. Donc, c'est un problème parce que si vous savez pas vraiment comment cette modélisation fonctionne, euh, ça va vous prendre plus de temps, il y aura plus de préparation. Et je pense que la promesse est commune. Toutefois, parce qu'on n'est pas vraiment des membres à plein temps du NITAC, et on travaille dans d'autres secteurs aussi, et il n'y a pas vraiment de préparation pour les nouveaux membres en ce qui concerne la vaccinologie, tout ce qui est les vaccins. Peut-être qu'on connaît le nom des maladies, mais en ce qui concerne des choses un petit peu plus élaborées, notre niveau de connaissance est très bas, et nos connaissances sont très basiques. Et pour le modeling, donc, c'est quelque chose de nouveau. Il faut avoir des nouvelles connaissances sur comment utiliser ces connaissances, comment utiliser la modélisation. Voilà, c'est mon point de vue. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire euh, pour améliorer tout cela. Pour, voilà, c'est juste un petit commentaire que je souhaitais partager avec vous et je vous remercie. Oui, c'est un point très important et je suis très content que vous l'ayez mentionné. Parce que très clairement, ce que vous décrivez
c'est très rationnel, c'est ce qui se passe sur le terrain. Voilà, il faut penser comment on peut optimiser notre support, notre aide au point avec les différents pays. Avoir ce document de recommandation, c'est une chose à faire afin de pouvoir féliciter les choses et pour les praticiens de santé en général. Aucun d'entre nous peut être expert à tout, hein. Donc, euh, donc, euh, c'est vraiment ce qu'on essaie euh, de faire à travers ce document de recommandation au sein de tous les membres d'Unitag afin qu'ils ne perdent pas leur temps à chercher, à pas trouver les informations, à pouvoir renforcer nos capacités, être plus efficaces et mieux utiliser les différents modèles. Donc la question, en fait, c'est comment on peut vraiment aider les pays avec différents mécanismes ou différents outils qui vont vous simplifier la tâche, afin qu'une personne, par exemple, même une personne qui travaille à mi-temps, euh, puisse rapidement travailler là-dessus, aller de l'avant. Euh, voilà, ça a montré que ça pouvait marcher, mais aussi, il y a eu des limitations qui ont été mises en exergue lors de la pandémie de Covid. Et c'est vraiment il s'agit d'aller au-delà de ce qui a été fait dans le passé et de considérer les activités au niveau global et, et cela à différents niveaux, que ce soit au niveau global, régional, national ou local, de pouvoir répondre aux questions qui n'ont pas été répondues dans le passé à cause du manque de données. Oui, si je peux juste partager avec vous aussi, avec les différents défis, euh, il y a eu un autre type de défi, c'est communiquer autour de la modélisation. C'est un défi. Il y a des fois, il y a des modèles qui sont assez complexes à interpréter, à comprendre, donc ça, c'est un défi. Des fois, c'est très technique, il y a beaucoup de jargon. Les modélistes sont peut-être très familiers avec ça, mais peut-être pas les autres. Donc, avoir vraiment une façon simple de communiquer, euh, voilà, bien connaître les limitations, voir les différentes hypothèses. Il y a des compétences qui, je pense, qui sont très, très importantes dans le modeling. Il faut rendre la modélisation accessible. Et je voulais juste rapidement ajouter que il a été dit dans un commentaire que ces recommandations auront différents scénarios, pardon. Euh, donc, par exemple, un scénario où tout est commencé du début, d'autres scénarios où les preuves actuelles sont utilisées. Donc, il y aura différents types de scénarios. Donc, ça, c'est basé sur les différentes études qualitatives. Donc, voilà, il est juste important d'ajouter aussi ce commentaire de Ioni. Je vous remercie. Oui, tout à fait. C'est un très bon point. Merci, Ioni. Et je pense que l'une des conclusions de cette réunion, et à méditer jusqu'à notre prochaine réunion, ce sera de discuter un peu de la structure et voir un petit peu ce qui a été présenté dans la recommandation afin d'avoir peut-être une approche un peu plus en trois dimensions pour voir un petit peu ce que ça va vous montrer et quel est le meilleur processus d'utilisation pour ces modèles. Donc, j'ai vraiment hâte d'échanger plus avec vous dans le futur lorsqu'il faudra donc revoir et partager et disséminer ce document de recommandation. Voilà, donc je ne vois plus de questions. J'ai vu quelques commentaires qui étaient très intéressants dans la fin de la discussion pour aussi encourager les membres à utiliser ces cours qui sont disponibles, voilà, pour mieux comprendre un peu la modélisation aussi et la vaccinologie. Et, euh, et Ashley aussi, elle a partagé un lien très intéressant du gouvernement canadien. Donc voilà, je pense que maintenant il est temps de clôturer ce webinaire. Donc, l'enregistrement va être partagé avec les différentes diapositives qui vous ont été montrées ce soir. Le prochain webinaire sera sans doute à la fin du mois d'août et ce sera sur l'HPV. Voilà, donc merci beaucoup. Merci à toutes et à tous et passez
un excellent été.